de personnes hospitalisées. Donc, qu'est-ce qui est hospitalisé actuellement? 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes hospitalisé là? D'accord. Et qu'est-ce qui vient de la famille? Vous êtes curiste. Qu'est-ce qui vient pour un membre de la famille? Ah, moi. Famille. Moi, je suis curiste déjà pour le monde de ma famille. D'accord. Ah, oui, D'accord. moi aussi. D'accord. Et de gens complètement extérieurs? Il n'y en a pas. C'est que des gens de l'établissement. D'accord. Ok. Très bien. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de parler du burn-out. C'est ça. Hein. Et ceux qui sont hospitalisés, est-ce que vous êtes des personnes qui avaient des problèmes de burn-out personnellement, ou c'est le sujet qui vous intéresse? Moi, je suis curiste et je pense que je suis complètement concernée. D'accord. Par la J'ai question été de- hospitalisée auparavant 4 mois et c'est mon psychiatre de la clinique en région parisienne qui m'a conseillé de venir ici D'accord. pour après m'être occupée de mon psychisme. D'accord. D'accord. Ok. Vous êtes, ça m'intéresse comme de vous connaître un peu, parce que je voudrais avoir des propos qui soient ajustés par rapport à vos problèmes personnels. Moi, j'ai mon mari qui est en burn-out depuis le mois de juin. D'accord. Depuis le mois de janvier, il s'est fait hospitaliser. Il vient de sortir, il a fait la cure et il y retourne une semaine. D'accord. En cure au terme? Oui. D'accord, ok. D'accord. Oui. Je suis donc Hippocrate, voilà. Effectivement, on pourrait considérer que c'est un burn-out. D'accord. Vous êtes un psychiatre professionnel? Je me suis arrêté parce que j'avais pas bien. D'accord, c'est ça. Et je suis très âgé. Vous connaissez la question du burn-out, d'accord. Oui, vous êtes madame? Oui, donc je suis en arrêt aussi pour un burn-out survenu il y a 3 ans D'accord. dans l'enseignement. D'accord. Qui est la cause de votre arrêt, et vous êtes toujours dans cette situation? Tout à fait, D'accord. c'est pour ça que je suis au terme en cure. D'accord. Ok. Moi, je dirais que justement, je suis venu me renseigner sur le burn-out. Je ne sais pas si je fais un burn-out ou une dépression. C'est simplement que mon état est arrivé après beaucoup de choses consécutives et rapprochées. Et j'ai assimilé ça peut-être à un burn-out et je suis venu m'enseigner sur Et c'est en rapport avec le travail, c'est Non. le problème? Non, d'accord. Justement, je suis enseignant aussi, mais c'est par rapport avec le travail. C'est plutôt un ensemble de choses familiales dramatiques qui sont arrivées et qui se sont accumulées. D'accord. Oui, je suis dans le même cas, je voudrais juste rajouter, c'est le 2e épisode de dépression burn-out que je fais. Le premier a eu lieu en 2016. J'ai été hospitalisée à ma demande avec des innées noires terribles. Mais ma famille avait refusé de m'hospitaliser, pensant que j'étais seulement fatiguée, malgré ce que je leur disais. Voilà. Donc je suis partie de chez moi et je suis arrivée comme j'ai pu ailleurs pour que d'autres appellent les pompiers. J'ai été hospitalisée 2 mois, et ça s'est super bien passé, sauf que je pense que j'ai pas fait le travail que j'ai fait sur moi suffisamment. Monsieur? Comme mes collègues, je suis enseignant, donc on m'a poussé à bout. On a poussé à bout. Donc là, c'est vraiment contexte professionnel. Oui, Moi aussi, hein, c'était pas les élèves, c'est vraiment le contexte Le contexte, d'exercice. le contexte. Et la hiérarchie. pression de la hiérarchie. Et la hiérarchie supérieure. D'accord. Ok. Tout à fait. Donc je suis tombé, je sentais venir, très fatigué, j'ai plus de sommeil. Et puis j'ai craqué devant les élèves, puis après je me souviens plus de rien. Ah oui, d'accord. Je suis en arrêt. Depuis longtemps? En fait, j'ai fait mon burn-out en mars 2018. J'ai voulu reprendre en septembre, donc on m'a muté sur un autre établissement. Donc j'ai repris, mais j'étais très très fatigué. Le sommeil, je n'arrivais pas à le reprendre. Et puis je suis retombé en janvier. D'accord. Donc là j'ai fait ma cure en juin, ici. Mais après j'ai voulu faire une TS. D'accord. Je suis hospitalisé. D'accord. Moi, je suis hospitalisée pour burn-out, pour des raisons personnelles plutôt, depuis le 16, depuis le mois de mai. Je suis passée par le CAC de Niort et ensuite je suis arrivée ici. D'accord, ok. Personnel, donc hein, on n'est pas sur le On travail. n'est pas sur du professionnel. D'accord. Moi, c'est plutôt un burn-out professionnel. Ouais. Mhm. D'accord. Environnement professionnel, enfin les collègues, Oui. la hiérarchie.
Oui, les deux. Les deux, d'accord. Mm. Et ça fait longtemps que ça s'est déséquilibré que ça... Bah, en fait, ouais, je travaille plus depuis le mois de septembre l'année dernière. Et j'ai un peu d'appréhension et tout ça, donc je vais avoir quelques clés et des éclaircissements sur certains sujets. D'accord, ok. D'accord, ouais, bien sûr. Alors moi c'est un contexte un petit peu différent, mais moi c'est suite à un coma en fait, je suis tombée, j'ai été opérée en novembre 2017 et suite à ça, 14 jours après, j'ai fait un gros choc hémorragique chez moi, donc j'ai perdu tout mon sang chez moi. J'ai aussi appelé les pompiers, bref, j'ai été transportée en urgence à l'hôpital où j'ai été opérée, réopérée. On m'a plongée dans un coma, j'ai été en réanimation, hospitalisée pendant 2 mois et demi. Après je suis sortie, mais ça a été compliqué parce que j'ai perdu ma rate entre temps, enfin ils ont été obligés de l'arrêter en fait. Et du coup j'ai fait infection sur infection, donc je suis retrouvée sans arrêt en hospitalisation. Et septembre 2018, j'ai été opérée en urgence d'une éventration, j'ai fait 5 hernies sous la parotomie où j'avais été opérée. Et suite à ça, je suis en arrêt donc, depuis novembre 2017. Je ne peux plus exercer, j'étais assistante maternelle, mais je ne peux plus porter, donc il faut que je fasse une reconversion. Et là, j'ai fait un bilan de compétences début d'année, là, et sauf que le médecin de la CPAM et le médecin du travail ont été obligés de m'arrêter dans mes stages parce que mon corps ne suivait plus. Donc, psychologiquement, c'était encore dur. Et suite à ça, là, je sais pas encore, je sais pas quand. D'accord, ok. Donc, on est donc sur des cas très différents, très différents, vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques. Et le burn-out, par définition, c'est vraiment une altération de l'état, bien sûr, quelque chose qui handicape de manière importante et forte, mais qui est lié au professionnel. On pourrait considérer que le burn-out existe dans d'autres circonstances, par exemple, il y a des situations comme le fait d'être aidant, par exemple, vous avez des personnes qui sont aidants, qui aident un vieillard ou une mère ou un conjoint et qui s'épuisent, voilà, littéralement. Et puis vous avez la femme de 45 ans qui est mariée, peut-être divorcée, qui travaille, qui a 3 enfants et qui peut aussi légitimement faire un burn-out. Mais on va considérer, tant que ça ne se passe pas au travail, qu'on n'est pas dans un burn-out professionnel. Burn-out, c'est professionnel. Voilà. Bon. Après, encore une fois, ça n'empêche pas d'autres termes de vouloir dire la même chose. Vous avez par exemple un terme qui est très connu et qui est très valable, c'est le mot épuisement. Un épuisement personnel, c'est tout à fait valable. Et de nombreuses personnes, au cours de leur existence, peuvent être épuisées à certains moments jusqu'à l'état de maladie. Donc le burn-out, c'est un état donc lié au travail. Alors là aussi, il faut aussi prendre le problème de sens inverse. Vous pouvez avoir un burn-out professionnel dont la cause n'est pas que professionnelle. Par exemple, parfois vous pouvez... bon, là, on ne peut pas répondre de manière extrêmement précise à cette question, parce que ça dépend tellement des cas, mais vous avez parfois des gens qui font un burn-out professionnel dans le cadre du travail, même parfois ils sont vraiment mal au travail, et puis quand on s'interroge à eux, quand on les interroge, eh bien on s'aperçoit qu'au fond, ils ont des problèmes personnels aussi qui interfèrent dans le problème qu'ils ont dans le travail. Et donc le burn-out professionnel n'est pas toujours lié qu'à l'emploi, il faut en avoir conscience. Ce qui est certain, c'est que l'emploi est un révélateur beaucoup plus puissant que le cadre familial. Le cadre familial, généralement, est un peu protecteur. Il permet généralement aux gens en burn-out d'être relativement protégés. Donc le conjoint, la famille remarque des choses, mais tolère, alors que le travail ne tolère pas. Au travail, quand vous êtes dans l'incapacité d'assumer des responsabilités, que vous commencez à manquer, à être en arrêt ou à montrer des signes de difficulté ou de concentration, eh bien, il va y avoir une intolérance assez rapidement qui fait que la situation va vite se déséquilibrer. Et ça, c'est un des problèmes majeurs de ces pathologies, ou de ces états, parce que c'est pas vraiment une pathologie, c'est que, effectivement, c'est quelque chose qui a des conséquences assez visibles, notamment au travail. Et donc le travail va être un accélérateur si vous voulez,
pas d'aggravation, mais d'un accélérateur de perception du trouble. Alors je suis en gêné entre le mot trouble et maladie, parce que quelque part le burn-out, c'est pas une véritable maladie. D'abord, c'est pas reconnu dans la classification internationale des maladies psychiatriques. En psychiatrie, c'est marqué nulle part, il n'existe pas le mot burn-out. Pourtant, c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu, dont on parle de plus en plus. Là, j'ai vu récemment que l'OMS reconnaissait cette maladie et à partir de 2022 allait officialiser ce terme dans les maladies mondiales. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la croissance des maladies mondiales est extrêmement claire, puisque ce qui monte le plus aujourd'hui, c'est les maladies mentales, les maladies psychiques. Et ce n'est pas parce qu'il y a plus de schizophrènes, plus de bipolaires, il n'y en a pas plus qu'avant, il y en a toujours autant, et il y en a pratiquement autant dans tous les pays du monde. Ce n'est pas ça qui se modifie, ce qui se modifie, c'est justement ces pathologies, je dirais, de l'adaptation du monde moderne, d'une société qui est en transformation, qui va vite, dans laquelle il y a plus d'exigences, plus de normes aussi, plus de complexité, plus de diversité, et qui fait que les gens, un certain nombre de personnes, et de plus en plus de personnes manifestement, ne sont pas adaptées ou pas adaptables à certaines de ces exigences de la société. En tout cas, ça pose cette question-là. Et on dit que dans 2030, eh bien, on aura, les maladies mentales seront de loin les premières maladies au monde, bien au-dessus des autres pathologies cardiovasculaires, cancéreuses, rhumatologiques. Donc c'est vrai que, malgré le vieillissement, donc c'est vrai que, si vous voulez, ces pathologies modernes, et le burn-out en est un exemple indiscutable, sont des pathologies qui révèlent très fortement l'état de la société, les difficultés qu'on rencontre de la société. C'est un élément de traduction. Et ce qui est dommage, c'est que peut-être les politiques ne s'emparent pas assez de ce genre d'éléments, d'informations, qui sont des éléments extrêmement forts, des baromètres extrêmement sensibles de la société actuelle. Mais en même temps, tout le monde veut travailler, tout le monde veut de la qualité, tout le monde veut de l'exigence, tout le monde veut des salaires augmentés. Et donc c'est un cercle vicieux quelque part, parce que quand on veut de la sécurité, quand on est un commerçant, enfin pas un commerçant, mais quand on est un usager, quand on veut de la sécurité, donc de la qualité, en face il y a de la pression, vous voyez, et quand on veut du salaire, quand on est employé, eh bien en face vous avez aussi de la pression. Donc quelque part ce monde est un monde qui nous pousse à être tout le temps dans l'exigence et qui fait craquer justement beaucoup de gens. Et donc il y a peut-être un mode de fonctionnement, un mode de réflexion sur l'environnement, sur le monde actuel, qui est à remettre en question profondément. Et il faudra sans doute malheureusement qu'il y ait beaucoup de burn-out et peut-être beaucoup d'autres maladies ou réactions pathologiques pour que les gens comprennent que la situation actuelle, qui est un problème qui dépasse largement le cas de notre petite réunion, malheureusement, est une question fondamentale de la vie en général. Alors le burn-out, parlons-en quand même un petit peu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est une maladie qui est liée au travail. Et bon, il y a quelques cas qui ont été très clairement rattachés au travail. Et il existe... alors, la découverte du burn-out, enfin, le premier qui en a parlé, c'est intéressant, parce que la circonstance est très intéressante. C'est un gars qui a constaté, c'est un gars qui s'intéressait à la toxicomanie. Et il avait des infirmières qui étaient spécialisées dans la prise en charge des toxicomanes. Il avait essayé de libérer, enfin ces infirmières essayaient de libérer les toxicomanes de leur dépendance. Et puis, on s'est aperçu que souvent, ces infirmières qui travaillaient avec beaucoup de passion, j'avais un médecin qui était très, très motivé aussi, qui les poussait, enfin qui les stimulait à travailler, bon, ces infirmières craquaient au bout d'un an, mais c'était très, 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 très régulier. Et cette régularité a amené ce médecin à se dire, mais il y a quelque chose de bizarre. Et il a commencé à décrire un peu ces troubles qu'il voyait, ces troubles de l'épuisement quelque part, et qui étaient en fait surtout une perte de motivation. Les gens, quand ils sont dans ces situations de burn-out,
perdent la motivation. Et le contraste entre ces gens qui étaient très engagés personnellement et qui avaient complètement perdu leur motivation était assez troublant pour eux. Hein. C'est quelque chose qui les avait beaucoup marqué. Ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que ces personnes-là, qui étaient des gens empathiques, qui avaient une certaine âme, hein, qui avaient une certaine... il y a beaucoup de soignants qui sont en burn-out. Les gens qui... Alors les enseignants aussi, il y a une dimension très... un peu affective dans le travail d'enseignement. Il y a envie de donner à des jeunes, il y a une dimension de relation qui est forte. Hein. Et donc ces métiers de la relation sont des métiers qui sont l'empathie et l'empathie, hein, l'envie de donner, l'envie d'apporter, transmettre est forte, et paradoxalement, eh bien, ces personnes perdent complètement cette dimension-là. Hein, ils perdent ce qu'on appelle leur personnalité. Hein, ils se dépersonnalisent, j'ai l'impression qu'ils ne sont plus eux-mêmes et qu'ils deviennent neutres, presque indifférents par rapport à l'entourage ou par rapport à leurs émotions habituelles. Donc ça, c'est aussi une composante très forte du burn-out, c'est cette dimension de perte de sens et de perte de ce qui est notre âme, hein, de ce qui est notre personnalité. Et puis alors, dans le burn-out, vous avez aussi un symptôme très fréquent, qui est assez banal, hein, mais qui est la dimension de fatigue, très très grande fatigue. Quelqu'un a dit que la fatigue durait et que bien souvent, malgré le repos, malgré le temps, eh bien il reste cet état d'épuisement, cet état ça ne redémarre pas, la machine ne redémarre pas. Hein, la machine ne redémarre pas et elle est comme à l'arrêt. Alors, il y a une question importante dans le burn-out, c'est savoir, alors, puisque on dit, alors, bon, c'est deux questions qui vont en même temps. Est-ce que le burn-out est une maladie? Alors, je vais vous donner ma vision par rapport à ça, et du moins celle des professionnels qui ont beaucoup travaillé dessus. Il faut savoir aujourd'hui quand même que le burn-out a fait l'objet d'un rapport à l'Académie française de médecine. Ce rapport a été fait par mon maître Jean-Pierre Ollier, qui est un professeur parisien que je connais très très bien, avec qui j'ai des relations très régulières, et le docteur Patrick Légeron, qui est un psychiatre très connu également sur Paris, et avec qui j'ai également de très bonnes relations. On a une convention de travail avec eux, parce qu'il coordonne un cabinet qui va dans les grandes entreprises pour faire du conseil dans le burn-out. Donc c'est pour vous dire ma proximité avec cet univers du burn-out, qui est un sujet qui nous préoccupe beaucoup à Saujon. Et c'est vrai qu'on a à Saujon beaucoup de patients, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, hein, la cure, l'hospitalisation, qui ont compris que dans notre centre, on avait une grosse expérience de ces pathologies. Et la balnéothérapie, je vous en dis un mot après, la balnéothérapie est également quelque chose qui peut avoir beaucoup de sens dans cette pathologie, et j'y reviendrai. Est-ce que donc c'est une maladie? Eh bien, en soi, on ne considère pas que c'est une maladie. On considère que le burn-out est un trouble, c'est un état. Vous avez beaucoup de gens qui font des burn-out qui durent 1 mois, 2 mois. Pour autant, est-ce qu'ils sont malades? Ils souffrent, ils sont déséquilibrés, ils ont un mal-être. Mais est-ce que pour autant ils sont malades? Est-ce que ce sont des malades mentaux que certains d'entre vous qui ont fait un burn-out, peut-être à un moment donné, ils ont vécu une situation qui les a perturbés, qui les a mis en difficulté. Peut-être que dans un autre environnement, ces situations-là n'auraient pas été vécues du tout de la même façon. Et d'ailleurs, ça arrive à 45, ça arrive à 50 ans, ça arrive à 55 ans. Pour autant, pourquoi c'est pas arrivé avant, hein? Donc, souvent, c'est un cheminement aussi qui fait que entre les événements de vie personnels, entre les événements de vie environnementaux, entre l'ambiance au travail ou parce qu'un nouveau chef arrive, eh bien souvent ça déstabilise, hein, et il y a donc cette problème d'adaptation qui fait qu'on n'a pas toujours la souplesse, la capacité à accepter tous les environnements, quels qu'ils soient. Donc il y a sans doute aussi
ce qu'on appelle un problème d'adaptation, une difficulté à s'adapter, à trouver en soi la psychologie, la souplesse, voilà, la souplesse psychologique pour arriver à prendre un peu de recul, un peu de détachement par rapport aux difficultés qu'on rencontre. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience. Et puis, vous avez des burn-out qui vont être plus sous la forme d'une anxiété, hein, c'est-à-dire il y a une tension qui apparaît, hein, des troubles du sommeil, des troubles de concentration, une fatigue qui s'installe, on commence à avoir un peu une perte de repères, on commence à se désintéresser, à être un peu moins motivé, à être un petit peu moins de plaisir, voilà. Et il y a un glissement, hein, on passe comme ça d'un état normal à un état où petit à petit on se détache, hein, et on se désintéresse d'un certain nombre de choses sur lesquelles on était jusqu'à présent très investi. Et puis, dans certains cas, eh bien, le burn-out s'exprime sous la forme d'une dépression. Et parfois d'une dépression très sévère, parfois d'une dépression très violente. Et parfois de dépression suicidaire, hein, puisque vous êtes au courant actuellement, le sujet d'actualité, puisque actuellement c'est le procès de France Télécom. Hein, il y a eu je ne sais plus combien, plus de 20 suicides en quelques années, hein, très peu de temps, 2, 3, 4 ans maximum. Et beaucoup ont pointé, hein, la violence managériale qu'il y a eu à cette période-là, avec des changements de méthode de travail, hein. C'est passé du public au privé, un système assez protégé, un système avec beaucoup plus d'exigences. Ça a été rapide, finalement sans doute assez violent, et les salariés, beaucoup de salariés n'ont pas pu supporter. Il est intéressant de savoir que, pour votre information, nous avons une choriste qui vient tous les ans de France Télécom, qui nous connaît bien, qui vit en cure, qui va de mieux en mieux, qui maintenant se considère quasiment guérie. Pas complètement quand même, hein, mais quand même beaucoup mieux. Et cette personne profite un peu de cette période du procès de France Télécom pour être assez en vue, et elle passe pas mal à la télévision. Elle va passer en principe le 11 juin à Saujon, pas pardon, Saujon, à France 2. Elle envisage de parler justement de ces cures à Saujon, et elle exprime très clairement sa plongée vraiment dans les méandres de la dépression, et elle a fait près de 20 ans de dépression, hein, près de 20 ans de dépression. Mais il faut quand même aussi être honnête. Est-ce que les pires conditions de travail, qui peuvent durer 6 mois, 1 an, à celui qui est capable de supporter les pires conditions de dépression, justifient 20 ans de dépression? Pas sûr, pas sûr. Ça veut dire aussi que peut-être il y a aussi une part de fragilité personnelle sur laquelle il faut travailler, hein, sur laquelle il faut aussi essayer de trouver des réponses. Alors, ce qui est certain, c'est que, dans les causes du burn-out, on repère essentiellement 5 ou 6 situations différentes. Alors, elles peuvent parfois être accumulées, hein, mais généralement, je dirais, 1 ou 2 ressortent généralement beaucoup plus clairement chez les personnes. Donc, dans les causes de burn-out, vous avez bien sûr, la surcharge de travail. Vous avez des gens qui travaillent beaucoup, qu'on appelle les workaholics, c'est-à-dire des gens qui sont dépendants du travail, et qui ne s'arrêtent jamais, et qui vont jusqu'à l'épuisement, et ils n'ont pas forcément conscience que cet épuisement va arriver, puisque jusqu'à l'épuisement, ils ne sentent pas venir l'épuisement. Ce n'est pas des gens qui souffrent de l'environnement, ce n'est pas des gens qui souffrent des conditions de travail, ce n'est pas des gens qui souffrent de leur employeur ou de leurs collègues, c'est des gens qui, à un moment donné, sont dans l'épuisement, un peu comme ces infirmières dont je vous parlais, qui ne souffraient pas particulièrement mais qui se donnaient tellement fortement que finalement elles finissaient par s'épuiser. Donc ça, c'est une cause indiscutable et connue et reconnue. Vous avez une autre cause qui est bien sûr les problèmes de relations, alors qui peuvent être un collègue, parce que parfois vous avez
vous avez des jeux hein, entre les collègues, et parfois vous avez des jeux extrêmement malsains, comme on a en politique, hein, ou dans les équipes de foot, ou n'importe où, hein, vous avez des jeux de relations qui font qu'on se retrouve à 5 contre 1, ou à 4 contre 2, et on fait craquer un, puis le deuxième. Bon. Et il peut y avoir des gens de travail absolument affreuses, même entre collègues, bien sûr. Et moi, j'en vois très régulièrement, et ça m'arrive même de conseiller aux personnes de changer de cadre, parce que vraiment, les conditions sont extrêmement difficiles. Et puis, vous avez, bien que je vous raconterai une histoire qui est quand même assez surprenante, que je vous raconterai après, sur un cas où j'ai cru ça, et je me suis trompé, vous verrez pourquoi. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, le supérieur qui le manager, qui malheureusement manque parfois d'humanité, de sens pédagogique, de sens managérial, tout simplement. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs, et je me mets dedans parce que je fais partie de ceux qui parlent du burn-out en France, et qui disent qu'il y a... Enfin, le manager doit aujourd'hui apprendre à manager avec des composantes psychologiques. Il est anormal que le management ne soit pas associé à une compétence en psychologie humaine. C'est pas normal. Et je suis vraiment scandalisé parce que nous avons proposé, c'est une information, hein, nous avons proposé à la demande de l'ARS, c'est-à-dire de l'Agence régionale de santé, donc d'un organisme national, enfin régional, mais qui dépend du ministère de la Santé, nous avons proposé de mettre en place des formations pour les managers des entreprises de la région. Eh bien, on a eu une opposition de la Directe, hein, qui est un organisme d'État aussi, hein, mais qui a refusé, considérant que l'apprentissage du management n'était pas du domaine de la psychologie, hein, et qu'il ne fallait pas mélanger management et psychologie. Complètement irrationnel. Même le directeur de l'ARS s'est opposé à la directrice de la Directe, mais n'a pas réussi à tenir raison, et on n'a pas pu avancer dans ce domaine. C'est un vrai problème majeur hein, de société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des organismes d'État qui n'acceptent pas l'idée que le management doit avoir une composante psychologique dans son apprentissage. Voilà, donc ils ont refusé qu'on se fasse enseignant, et si on n'est pas enseignant, ben on a plus de mal à avancer parce que forcément, il n'y a pas de prise en charge des formations, et on ne profite pas de cette avancée. Donc là, bon, on est dans un problème, mais vous voyez, pour vous montrer quand même les lourdeurs et les complexités pour arriver à faire bouger les choses. Je suis sûr que ça se fera un jour, hein, mais ça peut être encore 10 ou 15 ans, parce qu'il y a une lenteur pour que les mentalités changent, quoi. Et donc vous avez effectivement des gens qui n'ont aucun sens managérial, qui n'ont pas forcément de sens humain. Ce sont très souvent des mauvais managers, et qui finissent d'ailleurs un jour par se faire blackbouter, parce que c'est vrai que c'est pas quelque part la souffrance se généralise. Et moi je dis souvent à des employés qui ont des difficultés, je leur dis bon bah arrêtez-vous quelque temps, mais vous verrez, votre gars il va sauter un jour ou l'autre, parce que toute l'équipe en a ras-le-bol, voilà, et ça finit par sauter. Et ça se fait seulement le temps que ça se fasse, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, et on ne peut pas toujours attendre ces 3 ans pour arriver à continuer. Mais entre deux, il a fait des dégâts. Entre deux, il a fait des dégâts, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont très malsains. Puis après, il y a aussi des personnes qui ne s'en rendent pas. Hein. Vous avez des gens qui sont des gens parfois tout à fait capables d'être très humains, de comprendre les choses, mais pour lesquels il n'y a pas de vision commune, il n'y a pas de vision partagée, il y a des personnalités parfois qui sont très différentes. Hein, entre un manager et un employé, il peut y avoir des façons. Ou alors par exemple un employeur qui a besoin de compétences spécifiques dans un domaine, et puis le salarié n'a pas ces compétences-là en lui, il a d'autres compétences mais pas celles-là. Lui, s'il est très centré sur cette compétence-là et qu'il ne les trouve pas dans son petit environnement, eh bien il va être en difficulté, il va mettre la pression. C'est des choses qui peuvent aussi exister. Et puis, alors après, il y a une autre cause qui est assez fréquente et qui je trouve est en progression, je dirais, c'est ce qu'on appelle les conflits de valeurs. Je trouve que c'est très intéressant les conflits de valeurs parce que je trouve que l'évolution de la société, qui est une évolution très financière, hein, où les entreprises veulent de plus en plus gagner d'argent, les salariés veulent de plus en plus d'argent, parce qu'on a de plus en plus de besoins. Voilà. C'est une chaîne quand même où chacun a son rôle. Hein. Il ne faut pas
pas non plus en vouloir qu'aux grands patrons, ni aux politiques. Il faut comprendre aussi qu'on est une société qui a une très grande exigence, et que cette exigence met de la pression sur tout le monde, et que l'argent est au cœur de tout ça. Et que aller dans un pays africain où l'argent n'est pas au cœur, et vous allez vous apercevoir qu'on a beaucoup moins de burn-out. Ça ne sera pas du tout la même façon dont les gens vont souffrir. Ils auront des souffrances, rassurez-vous. Mais ça ne sera pas du tout les mêmes types de souffrances. Nous, voilà, c'est cette exigence financière qui aussi nous pousse dans l'exigence, dans la qualité, dans la rentabilité, dans la rapidité d'action, etc. Et pour en venir à ça, moi j'ai des cas très fréquents, alors que ce soit des patients ou des relations, de personnes qui ont été parfois ont dirigé les entreprises et puis ont été rachetées, ou parfois son cadre à un bon niveau, et puis les boîtes ont été vendues, rachetées, et puis à chaque fois c'est la même chose. On leur dit, voilà mon gars, bon, ben, vous faites, je sais pas moi, 10 millions de chiffre d'affaires, et vous avez 100 emplois. Bon, pourquoi eh bien, l'année prochaine, vous ferez 15 millions, ou 13 millions, et vous allez faire 80 emplois. Voilà. Les gars, lui, il y croit, il est motivé. Bon. Puis au bout de 3 ans, 4 ans qu'on lui a dit ça, bon, d'abord, il commence à avoir un peu sa sauce, d'avoir les conflits humains à gérer toute la journée. Et puis, voilà, et puis, à un moment donné, sa valeur à lui, elle est remise en cause. Donc, je viens d'un de mes amis comme ça, un de mes amis qui était un gars qui était très sympa, qui a fait une très très belle progression, il avait fait de très petites études. Il avait monté dans une entreprise, une entreprise d'automobile, et puis au début, il montait, voilà, puis je ne sais plus, il est dans un secteur, ça c'était des boîtes qui montaient, qui progressaient, et alors il embauchait des gens, il était ravi, ça marchait super bien, il avait un très bon côté managériel. Puis un jour, je l'ai revu, mais assez longtemps après, j'ai revu, il faisait un burn-out. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, enfin bon. Et il me dit, bah allez, tu comprends, la politique de la société a été, bon, la société a été vendue, la politique de la société a complètement changé. C'était réduire le nombre de personnes drastiquement. Et je l'ai fait pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Puis à un moment donné, je me levais le matin et je me disais, mais à quoi ça sert? Tu vas là, ton seul objectif c'est de virer des gens, de leur faire perdre leur emploi. Et il ne l'a pas supporté. Et c'est collé parce que c'est un garçon qui était vraiment remarquable, quoi. Vraiment, enfin, il a fait un très beau cursus. Et à un moment donné, il ne pouvait plus. Et bon, il a changé d'entreprise, il était dans une autre entreprise, bon, mais il ne s'est pas rétabli complètement. Et il n'a pas retrouvé 100% de ce qu'il était. Et je sais que de temps en temps, il est un peu fragilisé par ce qu'il a vécu. Bon, il s'en sort, mais enfin, c'est pas aussi simple. Il était très marqué par cette expérience et il a perdu sa fraîcheur, sa naïveté. Et ça, c'est un peu le problème de ces pathologies, c'est qu'effectivement, elles font douter beaucoup de ce qu'est l'individu, de ce qu'est la société, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle vise. Et plus on est en conflit avec cette société, moins on se sent à l'aise dedans, moins on se sent en harmonie, on sent l'envie de s'investir, on a en confiance. Et donc il ne faut pas se leurrer, toutes ces... Encore une fois, le burn-out, ce n'est pas quelque chose qui révèle une gravité forcément de maladie, même si ça peut être très dangereux, parce qu'il peut y avoir le suicide au bout, mais ça révèle quand même une certaine difficulté à s'adapter, quelque part, à une société qui est très tournée vers la rentabilité, on a dit. Voilà un petit peu les choses. Alors, sur la thérapeutique du burn-out, je crois que ce qui est important, c'est que ce qui est très important à comprendre, bon, si on se positionne dans le cas où la personne est dans une situation qu'elle ne supporte pas, qui est très liée à son environnement professionnel, évidemment, la première chose à faire, c'est l'arrêt. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute. Il ne s'agit pas d'aller plus loin dans la dégradation, dans la souffrance, quand on se prend des coups tous les jours, on arrête de se prendre des coups. C'est la première chose à faire. Donc l'arrêt est une nécessité. Pour moi, c'est une évidence. Après,
encore une fois, si on n'est pas trop en souffrance et que c'est un état qui est très secondaire à une situation environnante fragilisante, il n'y a pas forcément à médicaliser beaucoup. Il n'y a pas forcément à beaucoup médicaliser. Au contraire, pas la peine de créer des dépendances médicamenteuses ou d'altérer les capacités cognitives de penser. Il faut, au contraire, que les gens se reposent, voilà, aillent au vert, s'éloignent parfois de leur environnement. C'est vrai que la cure, pour nous, est une formule très adaptée. Il n'y a pas que ça. Hein. Il peut y avoir aussi des approches plus simples, hein, comme de la relaxation régulière, des marches à pied, de l'activité physique, bien sûr un soutien psychologique qui permet aussi de prendre du recul et de s'adapter un petit peu à tous ces problèmes, et de prendre la distance qu'il faut, et aussi travailler sur sa personnalité, sa façon de voir les choses. Donc on a indiscutablement des tas de choses à faire, à proposer. Mais c'est vrai que la cure est un combiné assez intéressant de toutes ces approches. Parce qu'il y a la coupure, il y a l'éloignement, il y a l'environnement qui est quand même médicalisé. Vous avez cette balnéothérapie qui vous fait accéder à un niveau de détente et de repos et de relâchement et de lâcher-prise qui est considérable. Nous, on a démontré il y a 1 an que plus on arrivait à lâcher prise, plus le niveau d'amélioration clinique à 4 mois était important. Donc il y a une corrélation qui est médicalement démontrée que quand les gens se détendent complètement, arrivent à être complètement relâchés dans les bains, eh bien, dans les soins d'eau, mais surtout les bains et les massages, et quand on regarde leur effet 4 mois après, eh bien, l'amélioration est d'autant plus importante que les personnes se sont détendues dans la cure. Et ça, c'est clair, quoi. Et on a démontré aussi que dans les troubles anxieux, chez les gens qui souvent sont tendus, angoissés, qui dorment mal la nuit, etc., eh bien, quand on fait des cures, eh bien, à 6 mois, on a une amélioration qui est supérieure à celle qu'on obtient avec des médicaments de référence. Donc on a aujourd'hui apporté des preuves très significatives de l'action de la cure sur une durée longue, qui permet déjà de vider un peu son sac, c'est une nécessité, et ça permet aussi de prendre du recul. Le danger de la psychothérapie, c'est que, vous savez ce que c'est qu'un burn-out? C'est avoir un cerveau cramé. Avoir un cerveau cramé. Donc, quand on a un cerveau cramé, entre guillemets, hein, burn, c'est brûlé. Quand on a un cerveau cramé, il ne faut pas non plus trop le faire travailler, le cerveau. Moi, je dis attention, parce que c'est les sables mouvants, après. Hein. C'est un peu les sables mouvants. Quand les gens sont déjà surchargés d'émotions, surchargés de questionnements, surchargés de tristesse, d'angoisse, et que vous leur demandez de travailler sur ces émotions, attention, attention. Et on connaît tous des psychologues, des psychothérapeutes qui ont été des très bons psychothérapeutes, moi je me souviens de patients comme ça, et puis qui un jour voient leurs patients se suicider. Alors, moi j'ai une patiente comme ça, elle m'avait raconté, elle m'avait dit, j'avais un psychothérapeute exceptionnel, mais c'était vraiment exceptionnel, il posait des questions, il cherchait des choses en moi incroyables, mais elle m'a dit, il ne se rendait pas compte que moi j'étais dans la souffrance, et un jour elle a voulu se suicider, elle a voulu se noyer. Bon, elle a été repêchée, mais voilà, elle me dit, il m'aidait pas. Enfin, il était très bon, mais il m'aidait pas. Donc je pense qu'à des moments, il faut savoir aussi être dans l'action thérapeutique. Et l'action qui ne nécessite pas un effort. Parce que l'action qui nécessite un effort, intellectuel en tout cas, ça peut être vite dangereux et ça peut aggraver la situation, du moins dans la phase aiguë. Après, quand vous êtes en état dépressif, vous avez des traitements qui sont actifs. Quand moi je repère un burn-out dépressif, avec des pensées douloureuses, des idées noires, des préoccupations très dominantes, eh bien, effectivement, là, les antidépresseurs sont tout à fait recommandés sur une durée de plusieurs mois et donnent à peu près 60-70% de cas de guérison quand même. Hein. On a quand même là des moyens thérapeutiques tout à fait efficaces. Qu'on n'utilise que vraiment quand la personne est en état dépressif, hein, tout à fait évident.
Voilà un petit peu, très rapidement, très schématiquement, un petit peu le burn-out. Alors le burn-out, aujourd'hui, on ne peut pas identifier aujourd'hui des marqueurs biologiques du burn-out. Vous n'avez pas aujourd'hui des choses qui, par exemple dans la dépression, on connaît des variations, des taux de sérotonine, de noradrénaline. Pour la schizophrénie, on sait que par exemple la dopamine a des taux de variété importants. Par exemple, pour la bipolarité, on retrouve beaucoup de facteurs génétiques, environnementaux, familiaux par exemple. Voilà, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles on identifie vraiment des marqueurs, ou pour lesquels on a des faisceaux d'arguments qui font penser qu'on est vraiment sur cette pathologie. Pour le burn-out, je dirais le critère principal, c'est encore une fois le cadre professionnel, cette notion d'épuisement, et puis cette notion de perte d'envie, de perte d'intérêt pour les choses. On n'a pas de marqueur particulièrement sensible du burn-out. Alors si vous avez intérêt, j'ai des chiffres sur le burn-out qui peuvent peut-être vous intéresser. Alors, j'ai fait une intervention avec une personne qui appartient à Santé publique France, c'est-à-dire l'organisme qui recense tous les cas de burn-out. Alors, le recensement des burn-out, c'est très compliqué parce que c'est pas quelque chose qui se fait de manière très automatique, puisque ça se déclare très peu. Peu de personnes déclarent un burn-out. Mais on a quand même des éléments indiciels qui nous permettent de suivre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le burn-out est une pathologie, comme d'ailleurs toutes les pathologies psychiatriques. Enfin, ce que je dis, c'est pas vrai d'ailleurs. Toutes les pathologies psychiatriques sont plutôt féminines. C'est pas vrai, parce que l'alcoolisme, c'est plutôt masculin. La violence, c'est plutôt masculin. Vous voyez, il y a plus d'hommes en prison que de femmes. Vous voyez, donc, si on intègre les troubles du comportement et les addictions dans les troubles psychiatriques, ce qui est normal d'ailleurs, eh bien, il y a plutôt plus d'hommes d'ailleurs malades que de femmes. Mais dans les cliniques, dans les demandes de soins, dans les épuisements, on a plus des femmes. Et par exemple, la prévalence est en train d'augmenter. Elle était, sur 100 personnes, elle était de environ 2 cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est 3,6 cas. Elle a presque doublé en 10 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que Santé publique France montre que la prévalence augmente avec l'âge. Donc il n'y en a pas beaucoup entre 25 et 34 ans, beaucoup plus entre 35 et 44, plus entre 45 et 54. Et au-delà de 54 ans, la prévalence semble diminuer. Alors peut-être parce que, malheureusement, un certain nombre de personnes qui ont plus de 54 ans ont quitté le travail. Voilà, c'est peut-être ça l'explication. Mais il n'empêche quand même que ceux qui ont réussi à tenir au-delà de 54 ans ont un peu moins de risques qu'avant. Voilà. L'âge est plutôt un facteur qui semble montrer une capacité de résistance quand on arrive à tenir par rapport au burn-out. Voilà. Ce sont des éléments intéressants parce que ça c'est très récent, c'est sorti en fin 2018. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est la question des... J'avais un autre... Je ne le retrouve pas là. Alors là, j'ai quoi? J'ai le CESE, en 2018, sur la santé mentale des actifs en France, qui dit que 22% des actifs sont en situation de détresse qui font penser à un trouble mental. Et 45% des actifs expriment leurs difficultés à mener de front la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous voyez, donc pratiquement une personne sur deux ont du mal à vivre actuellement leur vie professionnelle et leur vie personnelle. L'Institut Sapiens dit que pratiquement 5% des salariés présentent un burn-out. Oui, ça, je l'ai dit, donc ça, je ne vais pas le redire. Bon, j'avais d'autres chiffres, mais je suis désolé, je n'avais pas le point là. Il y avait une étude assez intéressante. Ah, mais si, c'est celui-là. Le baromètre santé du burn-out, voilà. Alors, le baromètre santé du burn-out, c'est un baromètre qui est fait tous les ans depuis 10 ans par Malakoff-Médéric. Alors,
c'est simple, hein, ce sont des enquêtes, enfin des statistiques qui sont faites auprès d'un certain nombre de salariés, et puis après, hein, on considère qu'on fait une extrapolation sur l'ensemble des salariés. Alors, ils s'intéressent à la qualité de vie. Alors, ils disent que les éléments sont plutôt rassurants, dans la mesure où, finalement, 73% des personnes interrogées sont satisfaites de leur condition de travail. Il y a quand même un quart qui ne sont pas satisfaits. Mais 51% des gens estiment ne pas dormir assez. Et ça, c'est en hausse. 35% des professionnels disent avoir des difficultés à concilier la vie professionnelle et la vie privée. Vous voyez, on retrouve un peu les mêmes chiffres. C'était 45%, c'est 35%. 68%, c'est-à-dire plus des deux tiers, jugent leur travail trop fatigant nerveusement. Et donc, 2 tiers des gens considèrent qu'ils sont quand même dans une tension, hein, dans une fatigue, dans un stress qui les met un peu en danger. Alors, il y a aussi, j'en ai pas parlé, il y a aussi une cause fréquente du burn-out, c'est le manque de reconnaissance. Et aussi le manque de liberté. Vous avez des patrons ou des chefs qui sont extrêmement pointilleux et qui veulent tout savoir, sont très exigeants dans l'information, et 40% ne s'estiment pas suffisamment reconnus. Et 24% seulement considèrent, donc seulement un quart, donc 3 quarts ne sont pas contents, considérant qu'ils n'ont pas assez de liberté dans leurs décisions. On retrouve bien les causes de burn-out. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que l'évolution de la société, et ça c'est quelque chose qu'on ressent tous, je pense, enfin moi j'en ressens beaucoup, hein, c'est que depuis 10 ans, donc, il y a beaucoup moins de gens qui sont engagés, ou très engagés dans leur emploi. En 2009, 41% des gens se considéraient comme très engagés. En 2018, 29% sont très engagés. Et les plus engagés, ce sont les salariés de TPE, dans les petites entreprises, dans les très petites entreprises, les managers et les plus de 50 ans. C'est-à-dire des gens qui ont une culture, je dirais, du travail différente des jeunes qui arrivent. Alors, l'une des causes aussi fréquentes de burn-out, c'est les mutations. Les mutations en cours d'emploi. Et l'une des peurs de la société actuelle, c'est la transformation de la vie professionnelle, avec la durée de la vie professionnelle qui augmente, les nouvelles formes d'exercice, et notamment informatique, et la place que risque de prendre l'intelligence artificielle. Alors il faut quand même comprendre que malgré ces chiffres qui sont un petit peu moins alarmants sur certains points de vue, il y a quand même un salarié sur 2 qui se déclare en situation de fragilité. Donc vous voyez, on est bien proche des 2 tiers là aussi, de personnes qui considèrent qu'ils sont fatigués, épuisés. Là c'est 1 sur 2 qui considèrent qu'ils ne sont pas loin du burn-out. Et les causes sont les difficultés financières, la situation des dents, qui est de plus en plus fréquente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez 11 millions d'aidants en France. 11 millions d'aidants, c'est-à-dire une personne sur 5, sur 6, qui est en situation d'aidant familial. La perte de sens, dont on parlait tout à l'heure, pourquoi ça sert, pourquoi je me lève. Et puis, aussi, une chose qui est importante, c'est le problème de la compétence. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de compétences absolument indispensables, notamment par exemple l'informatique, qui font que quand on n'est pas formé, eh bien, on peut très vite se retrouver en difficulté dans son travail. Donc un quart des salariés interrogés s'inquiètent de l'avenir pour les seniors, donc pour eux, parce que je pense que soit c'est des seniors, soit ça va devenir. Et 22% des salariés craignent être dépassés par les nouveaux outils et par les changements technologiques. Vous voyez l'importance de la technologie dans le travail d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire avant qu'on se quitte? J'ai expliqué que le burn-out n'était pas reconnu. Nous, l'éducation nationale, je viens de recevoir l'accord de la maladie professionnelle fin mars. Ah oui. Mais par la menace. Mais par la menace. Par mon avocat. Voilà. Par la menace. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez été dans une situation d'avoir été menacé, c'est ça? Oui. Oui. Et moi, c'est-à-dire que mon avocat a pris la main de façon à ce que... Ah non, c'est grâce à votre avocat. Voilà.
C'est pas par rapport au harcèlement. Ben, c'est lié en même temps, enfin, tout est lié en même Je temps. voudrais comprendre. La cause du burn-out pour raison professionnelle, Et c'est le harcèlement. c'est le harcèlement. C'est ça la cause. Le harcèlement, voilà. Ça serait pas le harcèlement, ça serait pas une cause. Oui. D'accord. Mais Et votre ça a été reconnu comme une maladie professionnelle. le harcèlement. D'accord. J'avais une autre question, c'est que quand vous dites que le cerveau est cramé, mais ça m'est arrivé, voilà, on se considère comme fou parce que je peux avoir une discussion puis ne plus savoir ce que je dis ou ne plus me reconnaître ou me perdre dans la commune. Voilà, ça m'est arrivé d'adhérer. En état de confusion, quoi. Voilà. Ouais. Et ça d'où ça vient? Est-ce que Parce que si ça vient d'une chose, c'est que dans notre cerveau, en fait, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que les neurones de la mémoire et les neurones de l'émotion sont aux voisins. Et donc, finalement, il y a 3 composantes qui sont proches les unes des autres, et c'est pas rassurant, hein, mais c'est ce qui vous est arrivé quelque part. C'est les neurones de l'émotion, c'est-à-dire de la joie, de la tristesse, de l'angoisse, voilà, ça c'est les neurones de l'émotion, qui se combinent dans leurs interactions avec les neurones de la confusion, c'est-à-dire de la mémoire, parce que vous n'étiez pas du délire, c'était pas de la démence, c'était juste de la confusion, c'était un état de perte de repère, parce que votre état émotionnel entraînait une sorte de perte de la capacité de savoir où vous étiez, mais ce n'est pas du tout un problème de mémoire, pas du tout un problème de mémoire, zéro problème de mémoire, simplement un problème vraiment d'altération de la... Vous voyez, c'est comme si vous aviez un violon, vous avez les cordes du violon, vous avez la corde de l'émotion, la corde de la mémorisation, si vous voulez, momentanée, et vous avez la corde de la pensée, qui est la corde du délire. Hein, et que si vous êtes trop actif ou que c'est trop fort, et ben, toutes les cordes bougent en même temps, et du coup on se met à la fois à délirer, à plus savoir où on est, et à être dans une état de tristesse affolante. Donc c'est ça qui vous arrive quand vous êtes dans ces émotions-là, c'est que vous avez une sensibilité qui touche aussi vos neurones de la zone de la mémorisation. Non pas que cette zone soit esquintée ou abîmée, mais simplement qu'elle est tellement ébranlée quelque part qu'elle se met à perturber dans vos repères.